Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des Celtics de Boston, encore, des Sixers de Philadelphie, 5e à l'Est, et de Spencer Jones, joueur non drafté devenu un indispensable à Denver. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille immédiatement. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on va encore parler de Boston parce qu'il faut parler de Boston. On en a parlé le 5 décembre et c'est obligatoire d'en reparler. Ouais, on n'en a pas dit beaucoup le 5, donc ça vaut le coup de revenir dessus, ouais. Ouais, surtout qu'il s'est passé des trucs depuis, on va parler de ça. On va faire rapidement un petit point sur l'actualité, notamment la tristesse de voir Jalen Suggs se blesser au genou face à Chicago. Il devrait être absent de l'effectif d'Orlando pour un laps de temps indéfini, parce qu'ils ne savent pas exactement comment sa blessure va réagir au traitement. Il n'a joué que 35 matchs la saison passée. Il a été opéré de son genou gauche en mars dernier. Il venait de revenir d'une blessure à la hanche. On sait, toi et moi, que Jalen Suggs est un indispensable côté Orlando. Et cette répétition de blessure est vraiment regrettable. Et j'espère vraiment que ça ne va pas définir sa carrière à Jalen Suggs, parce que c'est un joueur tellement... moi, je le trouve tellement fascinant sur un terrain. Son énergie, sa soif de vaincre est vraiment rarissime. Enfin, rarissime, non, mais elle est vraiment singulière. Il a vraiment quelque chose, ce joueur. Et on sait que Orlando, pour avoir de l'ambition, moi, je les vois beaux, Orlando, mais je les vois beaux si Jalen Suggs est en forme. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi sur cette dernière phrase notamment. Pour moi, il est absolument indispensable à cette équipe. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise le 5, quand on a fait les bonnes résolutions, on a dit qu'il fallait absolument qu'Orlando en finisse avec cette poisse terrible. Bon, tu sais pas à cause de nous, hein, il s'était déjà pété à ce moment-là, mais ouais, c'est une catastrophe, quoi. Franchement, ça devient extrêmement frustrant, cette équipe d'Orlando. Quand est-ce qu'on pourra enfin l'avoir au complet sur plusieurs semaines de compétition? Ça devient, ouais, c'est un running gag assez triste. Ouais, complètement, ouais. Surtout que financièrement parlant, comme on l'a déjà dit, ils sont bloqués sur cet effectif, à moins de transférer Paolo Banchero, par exemple. Il y a quelques rumeurs qui pointent à l'horizon. J'ai pu entendre quelques podcasts américains où il faisait écho d'insiders qui supputaient l'idée qu'Orlando puisse à un moment ou un autre imaginer un transfert de Paolo Banchero, dont un qui estimait que c'était potentiellement un des partenaires les plus sérieux pour Milwaukee dans le cas où Giannis Antetokounmpo voudrait partir. Récupérer Paolo Banchero, ça serait pas déconnant pour les Bucks pour reconstruire sur quelque chose qui a du sens, qui puisse être fort. J'ai trouvé ça assez intéressant. J'avais jamais imaginé qu'Orlando puisse effectivement être dans cette conversation, mais on voit bien qu'Orlando, avec Paolo Banchero, c'est pas super simple. Ça marche mieux quand c'est Franz Wagner à la place que c'est Banchero qui est blessé, que c'est Franz Wagner qui joue. J'ai envie de laisser le temps à Banchero quand même de retrouver un petit peu de sa superbe, mais ouais. Et puis cette équipe d'Orlando est vraiment pleine d'interrogations, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et effectivement, Banchero est un des joueurs dont le nom a été cité pour les trades. Moi, j'aimerais bien qu'on attende au moins de voir un peu ce que cette équipe peut donner au complet. Et j'avoue que la complémentarité Franz Wagner-Banchero, offensivement, elle continue un peu à poser question. Je suis pas sûr que la complémentarité Wagner-Antetokounmpo, ça soit beaucoup mieux. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais. Mais je pense que toi et moi, on reparlera d'Orlando incessamment sous peu, aussi parce que j'aimerais qu'on parle beaucoup plus en détail d'Anthony Black. C'est marrant parce que c'est un joueur dont toi et moi, on parle depuis un bon moment, quand même. On en a parlé souvent dans ce podcast. À un moment où Anthony Black avait du mal à arracher des minutes de jeu sur le terrain. Et là, ces derniers temps, ces dernières semaines, il est vraiment magnifique sur le terrain. Ça devient vraiment un two-way player. Son gros problème, c'était vraiment l'adresse, son jeu offensif qui était quasiment nul. Il était maladroit, il n'était pas efficace. Tu voyais bien qu'il savait pas du tout quoi faire exactement sur le terrain. Là, aujourd'hui, il est en train d'apporter cet aspect défensif. Il est en train de joindre ça avec une efficacité offensive plutôt correcte, voire très correcte parfois. Il est capable de grosses perfs qui m'étonnent moi-même, j'ai envie de te dire, alors que je suis son premier fan.
Là où il m'impressionne le plus, c'est dans ses lectures de jeu. Et il va falloir qu'on parle d'Orlando, je pense, d'ici la date limite des transferts. Ouais, ouais, bah écoute, avec plaisir, hein. Anthony Black, moi j'aime beaucoup, donc avec plaisir. Carrément. Dernier point d'actu, Derrick Jones Jr., qui lui aussi venait de revenir dans l'effectif des Clippers, enfin, qui venait de revenir de blessure, lui aussi, lui dans l'effectif des Clippers, et sa présence n'était pas étrangère à l'embellie des derniers jours. Là, il souffre d'une entorse du genou, souffert pendant la rencontre face à Boston. Pour l'instant, la timeline, c'est 6 semaines au moins à venir de manquer. Bon, les Clippers, à peine le premier rayon de soleil qui pointe à l'horizon. Et coup dur définitivement. C'est pas un ultra indispensable d'Eric Jones Jr., mais quand même, c'est une pièce importante. Ouais, c'est un important. Bah écoute, ouais, surtout que c'est le même genou. D'après ce que j'ai vu, c'est un jour sans fin, en fait, cette histoire. Il s'est Ouais. blessé au même genou contre le même adversaire. Bon, écoute, Pas de bol. ouais, vaut mieux qu'ils les évitent, ces matchs-là, peut-être. Mais non, effectivement, c'est problématique pour les Clippers. Après, ça va aussi nous en dire long sur la mentalité et la résilience de cette équipe. Et s'ils arrivent à maintenir leur bonne forme malgré ça, ce sera une bonne nouvelle. Tout S'ils à fait. s'effondrent, ce sera la preuve qu'ils sont pas du tout sortis de l'auberge. Ouais, complètement. Ouais. Si Derrick Jones Jr. est à ce point indispensable à la bonne marche des opérations, c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas. Ouais. Même si je comprends bien, croyez-moi, étant fan de Denver, je sais de quoi je parle. Des fois, tu as des joueurs comme ça, des joueurs clés qui, quand ils ne sont pas là, c'est vraiment très handicapant. Et il faut reconstruire derrière, et c'est pas simple. On va parler des Celtics. Comme j'ai dit tout à l'heure, on en avait parlé rapidement, toi et moi, en décembre. Mais ces Celtics continuent plus que jamais leur montée en puissance au sein de la conférence Est, dans le sillage notamment de Jaylen Brown, dont la qualité du jeu est au moins équivalente au culot de ses sorties médiatiques, dans lesquelles il se présente comme le meilleur joueur attaque-défense, le meilleur two-way player de la NBA. Il a tout à fait raison de le croire. Je pense il serait pas à ce niveau de performance s'il n'était pas convaincu de ça. Et moi, j'ai aucun problème sur le fait qu'il le dise. Il a été déçu de ne pas être nommé joueur du mois de décembre de la conférence Est, honneur qui est revenu à Jalen Brunson des Knicks de New York. Il a donc décidé de débuter l'année en trombe. Il nous a notamment signé une performance à 50 points face aux Clippers, justement, pendant cette rencontre dont on parlait tout de suite, qui restait sur une série de 6 victoires consécutives. Il a également extrêmement bien défendu sur Kawhi Leonard, qui était dans sa meilleure forme possible depuis l'entame de la saison, avec 22 points et 6 sur 17 au tir finalement. On savait que Jaylen Brown était un joueur de talent, mais c'est la manière dont il joue en ce moment qui me pousse à vouloir parler de Boston aujourd'hui. Il est dans une maîtrise absolue de son basket et c'est franchement magnifique à voir, Charlie. À ses côtés, il y a un collectif qui est redoutable, qui s'organise sous la baguette de Joe Mazzulla. Je suis vraiment époustouflé, Charlie, par cette équipe des Celtics et je voulais t'en parler encore ce soir et avoir ton sentiment au bout de du 25 jours à peu près dont on avait évoqué déjà le cas Boston. Comment ton opinion a pu évoluer depuis? Bah, d'abord, moi, je suis vraiment très content de voir cette équipe jouer la saison à fond. Autant j'étais pas d'accord avec ceux qui les voyaient tanker ou être hors du play-in, parce que pour moi, l'équipe, même sans Tatum, même en prenant en compte les départs de Drew, de Porzingis, Horford, etc., c'était une équipe qui restait suffisamment forte pour bien figurer à l'Est. Pour autant, je m'attendais évidemment pas à ce qu'ils soient aussi performants. Là, ils sont troisième de la conférence Est. Alors évidemment, ça garantit pas du tout qu'ils finissent la saison à cette place-là. Il reste beaucoup, beaucoup de matchs. Mais ça fait plaisir et franchement au-delà des résultats, les résultats sont excellents hein, parce que au-delà du bilan, ils ont tapé quasiment tous les gros à l'est. Hein. Alors il y a évidemment des défaites aussi, mais ils ont gagné à Orlando, ils ont battu Détroit, les Knicks, les Raptors, les Cavs, le Heat, ils ont tapé tout le monde à l'est quasiment. Et au-delà de ça, franchement ça joue bien. Ça joue vraiment bien Boston. Mazzulla tire vraiment la quintessence de son groupe. Il n'a pas hésité à adapter ses systèmes offensifs pour mieux coller aux qualités de ses joueurs et notamment à celles de Jaylen Brown. Et ça paye. Aujourd'hui, Boston, c'est le deuxième meilleur offensive rating de la ligue, juste derrière Denver. C'est le troisième meilleur net rating. Le tout avec une pace très lente. C'est la plus lente de la NBA. Et ça marche extrêmement bien. Il a parfaitement su trouver
les bonnes adaptations. Ils vont quasiment jamais dans la raquette, ça tire très peu de lancers, mais ça exécute très bien. Il y a d'excellents joueurs d'isolation, ça prend plus de mid-range qu'avant. C'est beaucoup plus varié que ces dernières saisons où Boston c'était un peu la pluie à 3 points et on voit ce qui La se passe. caricature, ouais. Ouais, Du c'était spacing. complètement caricatural. Et franchement, ouais, ça fait vraiment plaisir de les voir comme ça. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est que euh, on s'attendait à ce qu'ils souffrent énormément dans la raquette. Et finalement, c'est une des équipes qui s'en sort le mieux dans ce domaine, en termes de points encaissés en tout cas. Et ça, c'est notamment grâce au bon boulot de mecs comme Keta, comme Jordan Walsh, mais c'est aussi la défense collective qui est mise en place par Mazzulla, le parti pris de cette défense qui, au global, est assez moyenne, mais qui, dans ce secteur-là, fait plus que limiter la casse, notamment en laissant beaucoup les shooters à 3 points ouverts. Leurs adversaires ont énormément de shoots à 3 points ouverts, et eux, en contrepartie, verrouillent la raquette, et pour le moment, force est de constater que ça leur réussit assez bien. Oui, complètement, ouais. Et comme tu le dis, ouais, effectivement, ça verrouille la raquette, ça évite de perdre des ballons et d'encaisser des points sur les contre-attaques. C'est l'équipe qui encaisse le moins de points sur contre-attaque de toute la NBA. Et comme tu le dis, il y a une variété de jeux aujourd'hui qui est tout à fait agréable. Je vais en revenir à Jaylen Brown parce que Jaylen Brown, c'est un joueur qui vraiment m'épate aujourd'hui dans son jeu. Il joue vraiment à son rythme sur le terrain. Tu vois qu'il connaît ses spots. Il sait où il veut aller, il sait où il veut marquer. Il est vraiment redoutable dans le jeu à mi-distance. Je crois qu'il est à 6,5 tirs dans le mid-range par match. Il est quasiment à 52% de réussite sur ces tirs-là. C'est énorme comme volume et comme efficacité. Si on doit le comparer à quelqu'un, c'est un mec comme Kevin Durant. Donc autant dire la crème de la crème. Et c'est pas forcément à ce niveau-là que tu pourrais classer Jaylen Brown au premier abord. Donc je trouve que c'est vraiment épatant ce qu'il est en train de faire à ce niveau-là. Il est jamais pressé par la défense. Il maîtrise ses appuis. Quand tu vois la progression qu'il a eue sur sa prise d'appui sur le terrain, c'est vraiment épatant. L'utilisation des mouvements d'hésitation également. Aujourd'hui, il a une palette offensive, notamment dans plein de détails sur comment exploiter la défense, qui me, qui me fascine. Et je sais pas si, en fait, des fois, je me pose la question de savoir est-ce que j'étais pas forcément assez attentif j'étais pas forcément assez attentif auparavant, ou est-ce que c'est parce que tout d'un coup, je porte un regard différent sur cette équipe de Boston, parce qu'il y a moins de Jason Tatum, donc il y a peut-être, j'ai plus la capacité de me concentrer sur Jaylen Brown, c'est peut-être ça, mais dans sa lecture des défenses adverses, dans son jeu de haut panier, quand il est au poste, la rapidité d'exécution. Regardez parfois, avant même qu'ils reçoivent les ballons, il jette toujours un coup d'œil. Et ça, tu le vois chez les joueurs qui ont de l'expérience. Les joueurs qui savent exactement, enfin, qui ont une maîtrise de leur basket absolue. Et lui, c'est exactement ce qu'il a. Et tu vois, il est toujours en train de jeter un coup d'œil sur son épaule avant même de toucher le ballon. Et il sait déjà comment il va attaquer le défenseur qui est en train de fondre sur lui. À partir du moment où le défenseur a choisi son positionnement et se dit tiens, je vais essayer d'enlever la pénétration, je vais essayer de jouer plutôt le mid-range, l'empêcher de faire le step back, peu importe. Jaylen Brown va toujours savoir lire et va toujours savoir s'adapter. Il sait tout faire, ce gars-là. Ouais, Il sait absolument tout faire. ouais, Il ouais. sait jouer en pénétration, il sait provoquer des fautes, il sait faire le pull-up à 3 points sur les écrans. Ils font beaucoup ça d'ailleurs. Mazzulla l'utilise beaucoup très haut dans la raquette, au niveau en haut de la tête de raquette, pour faire un simple écran. Écran, pull-up à 3 points de Jaylen Brown. Ça arrive je ne sais combien de fois par match côté Boston. Il maîtrise le step back à 3 points. Dans ses dribbles, ce qui a souvent été, notamment après les finales NBA face aux Warriors, on a souvent dit ah ouais, il a pas de main gauche, ah ouais, il a pas de dribble. Tu mets un peu un défenseur physique sur lui, a.k.a. Draymond Green, qui avait vraiment exploité ça chez Jaylen Brown en finale. Jaylen Brown, il n'existe plus. C'est plus du tout le cas. C'est absolument plus du tout le cas. Jaylen Brown est incroyable. Je pense qu'on est en train d'assister au pic de ce joueur. Très Ouais, clairement. Il a je suis 29 d'accord. ans. Il est époustouflant. Ouais, je suis d'accord, il a progressé dans tellement de domaines, il a ne serait-ce que le handle, et franchement, moi, il y a aussi un truc, c'est, putain, mais le leader que c'est, ce mec, dans C'est grave. l'attitude et tout, ah, il est exceptionnel. Moi, je prends vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à le voir jouer depuis le début de la saison, ne serait-ce que pour ça, au-delà de tout ce que tu viens de décrire et sur lequel je suis complètement d'accord, vraiment son leadership, je le trouve complètement remarquable.
il est en train de prouver à tous ceux qui doutaient encore que c'est une première option NBA sur le moindre doute. Il fait tout, il se bat, il score, il donne des passes. Ouais, franchement, il est vraiment en train de faire taire toutes les critiques qui ont pu naître, notamment il y a 2 3 ans, quand il a signé son contrat, qui était à l'époque le plus important de l'histoire de la Ligue, et que les gens disaient c'est un Oh, lieutenant, mais c'est même pas tellement. un franchise player, c'est honteux Mais de lui donner ce tellement. contrat. C'est hallucinant. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer au retour de Tatum, parce que là, il est quand même vraiment en train de s'imposer comme le patron de cette équipe. Alors, en théorie, les deux peuvent coexister, hein. Ils l'ont fait plusieurs saisons. Il y a même eu un titre au bout. Mais moi, j'ai toujours eu un peu le sentiment que Tatum était plus mis en avant que lui. En tout cas, que médiatiquement, du moins, les gens voyaient plus Tatum comme le vrai franchise player. Là, Jaylen Brown, il est en train de montrer que dans cette équipe, c'était vraiment deux franchise players qui coexistaient. C'est beau à voir. Et mine de rien, diplomatiquement, ça va pas être si facile, je pense, au retour de Tatum. Tu vois, c'est des petits trucs tout cons, mais si Tatum revient pas cette saison, premier match l'année prochaine à domicile, qui est annoncé en dernier dans la line-up. Tu vois, c'est des petits éléments comme ça. Ça va pas être si facile à gérer pour Mazzulla, je pense. Ouais, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Effectivement, Jalen Brown, si tu regardes les 2 3 saisons auparavant, il y a des personnes qui jugeaient Jalen Brown comme un joueur qui s'épanouissait dans l'ombre de Jason Tatum, parce que Jason Tatum était là et qu'il concentrait l'effort des défenses adverses. C'est ce qui permettait à Jalen Brown de briller. On voit que c'est absolument pas le cas. Ah, c'est En tout cas, clair. c'est mal vendre et mal reconnaître le talent de Jalen Brown. Et je suis content, effectivement, qu'il ait l'occasion de démontrer ça dans cette année qui devait être une année creuse et qui n'en est pas du tout une. Euh, Pareil pour son MVP des finales face à Dallas. Énormément de gens disaient attendez, on était limite face à un cas André Iguodala et Oui, c'est Stephen ça. Curry Ouais, en 2015, tu vois. mais j'ai lu cette comparaison, tout à fait. Ouais, non, Non, mais mais t'as raison de le dire. C'est fou de dire ça. C'est et fou, ça, mais c'est vrai. voilà, et ça semble dingue parce que c'est là où on voit c'était pas du tout tronqué ce trophée. Jalen Brown est ce joueur. Jalen Ouais. Brown est un joueur qui est tout à fait capable de porter une équipe. Et peu importe au final, si tu as Tatum et Jalen Brown, tu as tout à fait besoin des deux pour aller pour avoir des ambitions, quoi qu'il arrive. Pour en revenir à l'éventuelle guerre d'ego ou plutôt ce problème de hiérarchie, on va dire, au sein de l'effectif, je me fais pas trop de soucis. Quand tu vois aujourd'hui les réactions de Jason Tatum depuis le banc, tu vois que c'est un délice pour lui de voir Jalen Brown se faire l'étalage de sa palette. Et tu sens que c'est un kiffeur de basket, Jason Tatum, et Oui, qu'il ça oui. adore ce qu'il est en train de faire Jalen Brown et qu'il se dit mais c'est trop bien, mais c'est trop bien, c'est du vrai divertissement. Et, euh, et très sincèrement, je ne vois pas où est le problème. Comme tu l'as très bien dit, Jalen Brown montre des vraies qualités de leader. Jason Tatum, c'est pas non plus, je pense, un espèce d'égocentrique qui a envie de tirer la couverture sur lui. Je pense que ce sont deux joueurs qui sont tout à fait motivés pour les bonnes raisons, à savoir gagner des titres, créer une legacy, honorer le maillot des Celtics et l'historique qui va avec. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit problématique à ce niveau-là. Bah, Alors moi, après, peut-être qu'il peut y avoir des bisbilles et tout ça, mais rien qui, pour moi, ne peut pas se gérer entre personnes intelligentes et qui risquerait d'envenimer la situation sur le long terme. bah, je l'espère, et de toute façon, à Boston, il y a énormément de gens très intelligents, notamment dans les bureaux, hein, tous les Brad Stevens, Joe Mazzulla, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, j'ai un peu envie, effectivement, de croire que ça va bien se passer, aussi parce que Tatum, euh, je parle pas du tout du joueur qu'il est, hein, c'est un joueur extraordinaire, Tatum, mais moi, j'ai jamais vu Tatum montrer le leadership que Jalen Brown est en train de montrer là, tu vois, et donc c'est aussi peut-être deux profils qui vont pouvoir se compléter. Tout à fait. Donc effectivement, moi je souhaite que ça se passe bien. Et puis mine de rien, l'histoire elle serait belle aussi. Tu vois ce duo Tatum et Brown, on est très nombreux à avoir beaucoup douté pendant des années de leur compatibilité, de leur capacité à eux deux à emmener cette équipe au sommet. Je vais te dire, si les mecs ils font leur carrière ensemble et que à la clé il y a un, deux, trois titres, peu importe, bah je trouve que ce serait une super histoire. Complètement. Et que ce serait la preuve de leur intelligence Ouais. en termes de gestion de carrière et d'ego et de conscience que en NBA et dans un sport comme le basketball, tu ne gagnes pas tout seul. Être fort tout seul, ça sert à rien. On a vu tellement, enfin, toi et moi, on a vu
quantité de carrières où tu as des joueurs qui font des stats, qui font des chiffres dans leur équipe respective. Mais ça sert à quoi? C'est pourquoi tu en as, pourquoi ça sert à rien si t'as aucune ambition et si t'as pas les talents autour de toi. Ouais, c'est ça, c'est que si t'as pas l'entourage, ouais, C'est d'une tristesse incroyable. on peut Le demander son avis à basket, Devin Booker, quoi. ouais, le basket, c'est un sport qui est beau et qui, moi, me transcende pour cet esprit collectif, pour le fait de voir un collectif prendre corps sur un terrain. Et que tu as des talents individuels, certes, qui sont indispensables. Un franchise player est indispensable, mais c'est aussi cette intelligence, c'est aussi l'altruisme, c'est aussi la capacité à chacun de jouer son rôle sur le terrain qui prime, qui compte. C'est ça qui est intéressant en fait dans le basket. C'est quand tout le monde comprend son rôle et le joue à la perfection. Et que tu as des joueurs comme ça. Par exemple, là, ça va être la bonne occasion de parler d'un mec comme Derrick White, pardon, qui est un des meilleurs role-players. Alors, j'hésite à l'appeler role-player. C'est pas vraiment un role-player, c'est plutôt un joueur secondaire, Ah, mais mais dont c'est, l'impact ouais. est essentiel. C'est un défenseur élite, c'est un des meilleurs contreurs au poste d'arrière de l'histoire, probablement. Mais c'est pas un joueur dont on parle comme Dwayne Wade ou d'autres superstars qui ont joué au poste arrière dans l'histoire. Et pourtant, ce sont des joueurs qui font partie intégrante des dynasties ou des clubs qui ont vraiment des ambitions et qui jouent vraiment le titre. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui comblent les trous, qui comblent les brèches en permanence, qui vont mettre un 3 points, qui vont faire une interception, qui vont faire la passe intelligente, qui vont être là à des moments clés et qui vont pas faire de conneries parce qu'ils ont envie de tirer la couverture vers eux. Non, ils savent exactement ce qu'il faut faire et leur intelligence, comment dire, oui, leur intelligence de jeu, Ouais, c'est ça, la bonne action au bon moment, quoi. c'est ça, le basketball IQ fait que ça va bien se passer, quoi. Ouais, tout à Et, fait. euh, et Complètement c'est là d'accord. où la capacité de Boston d'avoir retenu Derrick White, Peyton Pritchard aussi, qui est un électron offensif, il est énergique en défense, c'est un organisateur capable. Alors là, cette saison, comme Derrick White, d'ailleurs, il manque un peu d'efficacité, mais parce qu'ils ont plus de responsabilités, parce que aussi Mazzulla s'en sert d'une façon dont ils n'avaient pas l'habitude d'être utilisés auparavant. Et c'est pas grave, parce que de toute façon, ils sont là aussi pour, quelque part, permettre à Jalen Brown de briller, et ils le font merveilleusement bien. Et tout à l'heure, tu parlais de l'organisation des Celtics en tant que franchise. Et regarde Nemas Keita. Le mec, il était incapable de s'imposer à Sacramento. Et aujourd'hui, il saisit l'opportunité. Il n'y a plus Porzingis, il n'y a plus Al Horford, il n'y a plus Luke Cornett. Et lui, il répond présent. Il est dans une franchise qui sait développer ses joueurs, leur donner confiance, les intégrer dans un programme, les intégrer dans un système et faire en sorte qu'ils expriment leur talent. Alors, peut-être que Keita, il a suivi aussi sa progression naturelle. Son travail individuel lui a aussi permis, bien évidemment, de progresser et ainsi de suite. Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que tu as certaines franchises où cette progression individuelle est beaucoup plus simple quand elle est organisée, voulue, souhaitée, réfléchie par la franchise dans laquelle tu te trouves. Et aujourd'hui, que ce soit Mazzulla, que ce soit Brad Stevens, quand tu regardes cette franchise des Celtics, et toi, Josh Minott, il vient de Minnesota. Avant, on parlait pas vraiment de Josh Minott d'un joueur au potentiel incroyable dans cet effectif des Celtics. Il manque des très bonnes choses. Hugo Gonzalez, il vient d'Espagne. C'est un rookie surprise et ainsi de suite. Mais on voit qu'il a un rôle bien défini à Boston. Il avait de l'expérience parce qu'il a joué professionnellement auparavant et ça se voit dans son jeu. On voit qu'il a de l'expérience, qu'il joue avec beaucoup plus d'intelligence que son âge. Jordan Walsh, c'est une vraie trouvaille. Sam Hauser et Anthony Simons, les gâchettes extérieures, apport offensif primordial. Et en même temps, ces deux joueurs qui, d'ici la date limite des transferts, peuvent leur permettre d'avoir comment dire, d'avoir une respiration financière et de changer un petit peu de stratégie, de construire l'avenir. Enfin bref, cette franchise, elle est exemplaire. Je suis désolé, elle est exemplaire dans sa gestion. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est une franchise qui est extrêmement bien gérée. Et c'est aussi pour ça que moi, j'avais un peu du mal avec la théorie de ils vont tanker et tout. À la limite, si tu veux, si le début de saison s'était vraiment très mal passé, que, tu vois, à la fin décembre, ils étaient
aux oubliettes à l'Est, ou peut-être déjà en passe d'être largué pour le top 6, pourquoi pas. Mais cette équipe, cette franchise, elle est trop bien gérée pour décider de jeter une année au nom d'un pic de draft. Ça me semblait trop improbable. Et en plus, voilà, il y a des joueurs intéressants dans cette équipe. Là, t'as parlé de Jordan Walsh. Moi, c'est un coup de cœur. Son impact défensif est fou. Il a une envergure qui est incroyable. Il est rapide. Il encaisse bien les contacts. Il est intelligent dans ses choix aussi. C'est un défenseur qui est élite. Quand tu regardes la liste des mecs qu'il a défendu cette saison, il y a du très beau monde parce que Ouais. avec son envergure et sa vitesse, il a une polyvalence qui lui permet de défendre aussi bien un Cade Cunningham qu'un Paolo Banchero, par exemple. Et en plus, cette saison où il a progressé en attaque, ce qui était vraiment ce qui lui manquait sur ses 2 premières saisons NBA, franchement, moi, ouais, j'aime beaucoup Jordan Walsh, et je pense que les fans de Boston aussi. C'est coup de cœur, ces mecs. Complètement. Complètement. Et il a 21 ans en plus, ce joueur. Il a 21 ans, ça veut dire que c'est une pièce que tu vas pouvoir utiliser pour les années à venir. Là, Boston, je ne sais pas si on peut parler de reconstruction, mais cette saison qui doit servir de pont d'ici le retour à Tatum, pour moi, c'est une victoire colossale. Même, prends un joueur comme Lucas Garza. Lucas Garza, il arrive en NBA, il commence à Détroit, ensuite il joue à Minnesota, et là, il arrive à Boston. Tu regardes son efficacité, tu regardes le rôle qu'il a. Auparavant, il n'avait pas une efficacité qui sortait du lot, loin de là. Là, en ce moment, le gars, il est à 60% de réussite au tir, 47% à 3 points. Il n'a jamais eu ces stats-là auparavant. Et ça, tout d'un coup, il s'impose comme un pivot remplaçant tout à fait crédible. Je veux dire, il y a un moment où c'est pas du hasard, tu vois ce que je veux dire, c'est parce qu'il y a vraiment un effort, je pense, en tant que franchise pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles. Nemas Keita, on pourrait peut-être remettre ça en perspective. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce joueur-là, mais il est tellement impressionnant cette saison. On peut se dire, il a toujours été ce joueur-là à Sacramento. On se souvient, il avait montré quelques bribes, bien qu'il avait quasiment pas de minutes de jeu, il jouait quasiment pas. Et d'ailleurs à Boston, auparavant, il jouait pas non plus. Ouais, je veux pas beaucoup. Là, il joue par la force des choses parce qu'il y a plus personne. Mais c'est sa 3e saison à Boston. Et je pense que derrière, en coulisses, ils se sont pas assis sur leur laurier en disant bah vas-y Nemas, t'es sur le banc, on s'en fiche. Non, je pense qu'il y a un travail de fond qui est effectué avec le coaching staff. Tu peux pas performer comme ça en NBA si t'as pas une préparation exemplaire derrière. Hein. Ouais, il y a Ça ça, et puis s'improvise pas la NBA, je suis désolé, non, mais non, mais bien sûr, il y a ça ça, et puis s'improvise pas du tout. il y a aussi la capacité de ton coaching staff, si tu veux, à te mettre dans les meilleures situations, Tout à dans le fait. meilleur contexte, et ça, Matsula le fait extrêmement bien. Donc oui, non, moi, j'ai pas l'impression que Kita, ce soit un joueur qui se soit métamorphosé, tu vois. J'ai juste l'impression Mmh. d'abord qu'ils font beaucoup plus appel à lui, il a beaucoup plus de temps de jeu, et qu'ils le mettent dans des situations qui lui sont beaucoup plus favorables que ça pouvait être le cas avant. Ouais, Donc, tout à fait. Ouais. non, mais écoute, ouais, franchement, moi, je suis vraiment enthousiaste face à cette équipe de Boston, et j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont faire, parce que là, quand même, ces dernières semaines, on entend de plus en plus, et on va garder Anthony Simmons, Jason Tatum va revenir cette saison, on a peur de personne en playoff. Moi, j'avoue que tout ça, ça m'inquiète un peu. Maintenant, comme on l'a dit, c'est une franchise qui est tellement bien gérée que je pense qu'ils feront pas de bêtises. Ils feront pas de bêtises avec Tatum, ils feront pas de bêtises Mmh. tout court. Donc, moi, j'avoue que dans l'idée, je trouverais ça plus logique de rester sur le plan qui consiste à trader le contrat expirant d'Anthony Simmons pour récupérer soit une pièce qui sera utile la saison prochaine, soit tout simplement pour dégraisser un peu le salaire. Oui, parce Bon, que là, ils sont écoute. au-dessus du premier palier salarial. Ouais. Donc, je pense que l'objectif de, des propriétaires aujourd'hui, c'est de passer en dessous ce premier palier pour éviter d'avoir les taxes à payer, déjà, première chose. Et surtout, d'être, comment dire, si cette année, s'il termine la saison en dessous de ce premier palier, il commence la saison prochaine avec comment dire, une virginité financière, on va dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent ensuite, ils n'ont pas la repeater tax qui rentrera en action et qui les freinera dans leurs opérations. Pour les saisons à venir, c'est hyper important pour eux de passer en dessous
de cette limite salariale. Donc, effectivement, si tu bouges les 27 millions d'Anthony Simons, c'est cool. Si tu récupères ensuite de l'argent qui n'est pas forcément... Tu peux récupérer des sommes qui ne sont pas garanties. Il est payé combien, notre ami Hauser? Il est payé 10 millions. Donc, ils ont clairement, là, ils sont à 4 millions au-dessus du premier, un peu plus de 4 millions au-dessus du premier palier. Donc, ils n'ont pas besoin de faire un truc, ils sont pas du tout obligés de faire des trucs de fou. Anthony Simons, pourquoi ils voulaient éventuellement le bouger? Parce que c'est un contrat expirant. Bah ouais. Donc, s'ils trouvent preneur et qu'ils peuvent récupérer des pics ou quelque chose, ils le font. Ils peuvent aussi tout à fait imaginer, alors, comment dire, le renégocier un contrat avec lui l'été prochain. C'est pas impossible non plus. Ouais, ou alors face à la situation actuelle, ils peuvent aussi se dire, tu vois, avec le retour de Tatum, si on arrive à trouver un mec intéressant, notamment par exemple à l'intérieur, à la place d'Anthony Simons, quitte à ce que le mec soit sous contrat sur des années, tu vois, on est prêt. Tu vois, rien ne t'empêche d'aller voir Dallas pour leur poser des questions sur Gafford. Rien ne les empêche d'aller voir Brooklyn. Je disais, il y avait un insider qui proposait un package Terrence Mann, Deron Sharp. Il y a à Phoenix aussi, il y a des mecs. Enfin, tu vois, ils ont quand même beaucoup de possibilités avec ce contrat. Tout à fait. Je suis carrément d'accord. Je suis absolument d'accord avec toi. Donc, cette équipe, cette franchise, elle est vraiment excessivement bien gérée. Ouais. Et oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. Je ne les voyais pas du tout troisième de la conférence Est. Et c'est limite second. Enfin là, ils sont au coude à coude. Ils sont au coude à coude pour sur les places 2-3, ce qui est complètement fou. Ouais. Mais pour moi, c'est la preuve de la gestion extraordinaire de cette franchise à tout niveau. Et on le répète, la sainte trinité de l'NBA, bon propriétaire, bon front office, bon coach. Si tu as ces trois éléments et qu'en plus tu as des franchise players intelligents. Ouais, c'est ça. Que tu as un vrai leader, quoi. Un vrai leader sur le parquet, c'est quand même... ça fait du bien. Ouais. Mais le début, rien ne se fait si t'as pas les trois alignements de planète. Bien sûr. Coaching, front office et proprio. On va parler des Sixers. Il faut se dépêcher d'en parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont en bonne santé, Charlie. Incroyable. Ouh là là. Ça, profitons-en. Sur les 3 derniers matchs en déplacement, Philadelphie compte 3 victoires. Mieux encore, Joel Embiid et Paul George étaient dans l'effectif. Breaking news. Et ils étaient efficaces, capables de marcher. Ils étaient capables de courir, Charlie. On en a même vu sauter. Ils ont sauté, non, Charlie. Non, n'abuse pas. Si, ils ont sauté. Blague à part. Les Sixers ont réussi à s'accrocher en début de saison grâce aux performances de Tyrese Maxey, dont on avait parlé, toi et moi. L'excellente surprise qu'a été VJ Edgecombe, leur rookie, qui joue comme un vétéran qui a 5 saisons dans les pattes, clairement. Mais aussi aux petites mains appelés à la rescousse comme Jabari Walker et Dominique Barlow, 2 joueurs en contrat two-way qui se sont révélés sur le terrain depuis l'entame de la saison. Maintenant que la rotation est plus ou moins complète, il y a encore Kelly Oubre Jr. qui manque à l'appel, mais logiquement, il ne devrait pas être trop loin. Lui aussi va se mettre à sauter, je vous promets. Il paraît pas totalement fou de se dire que Philadelphie est une équipe sacrément talentueuse que personne ne souhaite affronter en play-off au printemps. Peut-être, je ne sais pas. Charlie, qu'est-ce que cette équipe actuellement 5e à l'Est t'inspire à l'instant T? Et est-ce que tu penses qu'ils ont un coup à jouer dans cette conférence cette saison ou pas? C'est injuste comme question, parce que la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est est-ce que tu crois que... Je l'ai écrite spécialement pour te mettre dans le caca. Oui, en fait, la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est est-ce que Joel Embiid et Paul George seront en forme à ce moment-là, quoi. Oh, ça va. Mais quel rabat-joie, celui-ci, alors? Mais non, mais moi, je suis désolé. Oh là là, mais... t'es relou. On arrête le podcast. Quand on est à célébrer le dunk d'Embiid comme une victoire, c'est quand même l'illustration du fait qu'il revient de très loin, que certains pensaient qu'il était perdu pour la NBA et qu'il y a intérêt à en profiter parce que c'est pas garanti, quoi. Écoute, moi, quand j'ai vu Embiid faire des flops pour obtenir des lancers francs, je me suis dit, c'est bon. Il est de retour. Philly's back. Philly's back. Pardon, ah, c'est petit. Ouais, non, les fans de Embiid vont détester. Ah, ils te détestent déjà, je pense. Oui, je pense. Je suis l'ennemi, je suis fan de Jokic. Donc. Non, mais écoute, moi, c'est vrai que le trio Embiid, Maxey, Paul George, je
ouais, je suis content de le voir, j'ai envie de le voir. Est-ce que ça peut être un vrai Big Free comme c'était le projet initial? C'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paul George et Joel Embiid montent en puissance, qu'on sent bien que ce retour en forme, ça apporte de la confiance à cette équipe. On sent aussi que la période sans Embiid a donné des certitudes à d'autres joueurs, Tyrese Maxey évidemment en premier lieu, mais aussi plus globalement dans la rotation. Bon, moi, j'avoue que je reste un tout petit peu méfiant parce que voilà, Embiid c'est un peu comme Zion aujourd'hui quoi. On profite quand il est là, mais on ne sait jamais combien de temps ça va durer. C'est vrai que VJ Edgecombe qui s'ajoute à ce trio, c'est intéressant. Coach Nick sur YouTube a évoqué l'impact de ce quatuor sur les 2 derniers matchs et c'est frappant pardon de voir à quel point quand ils sont là, l'équipe est extrêmement dangereuse. La métamorphose offensive elle est hallucinante. Là récemment, ils ont battu notamment les Knicks 2 fois, à chaque fois au Madison Square Garden. On est vraiment face à une équipe qui donne l'impression de monter en puissance, même si fin décembre, il y a eu ces 3 défaites consécutives là face à Brooklyn, Chicago et OKC. Mais mais ouais, j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer parce que tu vois, il y a quelques jours, dans le numéro sur les bonnes résolutions, on avait évoqué le fait que Philadelphie devrait peut-être faire des choix cette année, et notamment en raison de leur situation salariale et des incertitudes qui existent autour de Paul George et Embiid. Là, ils vont avoir un mois de janvier où ils jouent quasiment tous les matchs à domicile. Ils ont que 4 matchs à l'extérieur, contre Détroit, 2 fois Toronto et Charlotte. Et mais si à l'issue de ce mois, ils sont dans le top 4 ou 5 à l'Est, c'est évident qu'ils vont nourrir des ambitions et que étant donné que la hiérarchie de la conférence Est, mine de rien, reste quand même assez floue derrière les Knicks, t'as pas du tout envie de faire des choix drastiques alors que t'es dans une telle situation. Donc, c'est clair que aujourd'hui, pour moi, la suite de la saison de Philadelphie, c'est un des trucs les plus intéressants à suivre. J'ai envie qu'ils continuent à monter en puissance. J'ai évidemment peur de voir Embiid se répéter. J'avoue que sur la première partie de saison, les Sixers, c'est pas l'équipe que j'avais le plus envie de regarder, malgré Tyrese Maxey, malgré Edgecombe. Mais c'est vrai que là, maintenant, la suite m'intrigue vraiment. Il s'est passé pour moi 2 choses primordiales et je vais t'interroger après sur ça parce que je n'ai pas de réponse définitive à apporter à cette question. Comme tu le dis, on va voir l'évolution que ça va prendre au fur et à mesure que les choses évoluent du côté de Philadelphie. Et ce mois de janvier va être effectivement excessivement intéressant à suivre les concernant. Première chose qui s'est passée, on l'a tous vu, c'est Tyrese Maxey qui prend ses responsabilités et qui devient de facto pour moi le franchise player. Moi, ça, je le crois franchement. Si aujourd'hui le front office des Sixers ne considère pas Tyrese Maxey comme le franchise player, c'est une faute professionnelle à mes yeux. Ça va peut-être choquer certains, mais je crois vraiment ce que je suis en train de dire. Seconde chose, la pépite qu'est VJ Edgecombe, qui change énormément de choses pour cette franchise. Parce que, clairement, je ne pense pas que même dans un scénario ultra optimiste, il pouvait penser qu'un gamin de 20 ans comme lui puisse arriver et avoir un tel impact sur le terrain. Ce que ça a permis de faire également, ça a permis d'enlever énormément de poids en termes de responsabilité des épaules de Paul George. Et Dieu sait qu'il a les épaules fragiles, Paul George. Pardon, j'arrête. J'arrête avec cette blague. Mais ça a permis à Paul George et c'est ce que je trouve assez fascinant aujourd'hui sur le terrain, c'est que Paul George, le fait que VJ Edgecombe soit là et que, par exemple, l'autre fois, je crois que c'était contre les Knicks, où Maxey et Embiid étaient sur le banc, Edgecombe était sur le terrain et malgré tout, les Sixers ont remporté les minutes pendant la rencontre. Moi, ça peut être contre les Knicks, il a fait un sacré match encore. Ouais, c'était samedi, là. C'est ça. Donc, c'est quand même un élément assez aussi improbable que fascinant. Mais ça permet à Paul George d'enfiler, de jouer un tout autre rôle, d'enfiler un autre costume que celui de l'option numéro 2 qui doit épauler Embiid. Et pour Embiid, c'est pareil. Tout d'un coup, on a Tyrese Maxey et VJ Edgecombe qui sont les moteurs, l'espèce de locomotive qui a permis à Philadelphie de s'accrocher, qui a permis à Philadelphie de ne pas se noyer totalement et de ne pas commencer la saison en mode catastrophe, on est les Clippers. Non, ils se sont maintenus à niveau
Et les retours de Joel Embiid et Paul George font qu'aujourd'hui, voilà, ils sont 5e à l'Est avec la possibilité de continuer à grimper. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que je me dis, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe sont aujourd'hui deux gamins qui permettent à Joel Embiid et à Paul George, quelque part, d'être moins en responsabilité. Et je trouve ça bien. Je trouve que c'est une bonne chose. Et j'ai l'impression, et c'est là ma question la question que je vais te soumettre, j'ai l'impression que Joel Embiid et Paul George ne sont pas contre cette idée. Et sont même plutôt ont compris que ça leur était bénéfique de faire ça comme ça. Alors, la question se pose après. Si demain, il y a un retour, il y a une normalisation de la situation, on touche du bois, on est optimiste et on dit admettons, Joel Embiid et Paul George, leurs soucis de santé sont derrière eux. Et je sais, c'est pas facile à imaginer, mais imaginez quand même. Est-ce que cette situation où Maxey est l'option numéro 1, VJ Edgecombe continue d'avoir ses tickets shoot et un rôle important dans la rotation, est-ce que tu penses que c'est tenable ou est-ce que tu penses qu'il y a un moment, les égos vont se mêler de cette histoire? En fait, là, on se projette dans un monde où Embiid est revenu à son maximum, là. Où Embiid est productif. Je veux dire, Ah, Embiid, mais c'est pas la même chose. S'il revient sur à les son 5 derniers maximum, matchs qu'il a joué, le mec, il est à 28 points, 61 en true oui, shooting, mais c'est pas la 7 même rebonds. mobilité, Non, bien c'est pas le sûr. même joueur. C'est pas le même Bien joueur. sûr. Si on retrouve le Embiid de 2022, c'est tous les jours Embiid le franchise player. Tous les jours. Pour moi. Je te Moi, le je suis dis pas clairement. optimiste au fait qu'il puisse. Ah oui, mais voilà, c'est ça. Sa mobilité totale. Moi, je te parle Ok. je parle d'autre chose. Pas en termes de performance purement basketballistique. Je te parle dans sa tête, en fait. Où il se dit, tiens, où il va performer assez bien pour se dire, c'est encore moi, les gars. Et même Tyrese Maxey pourrait être tout à fait dire, attends, non, il faut qu'on se ressente sur Joel Embiid. Je sais pas. Franchement, moi, je vais te dire la vérité, ça me semblerait pas illogique, tu vois. Enfin, en fait, mais c'est là où c'est très compliqué, c'est que je pense que ça se joue à quasiment rien, en fait, tu vois. Je pense que ça se joue à comment Joel Embiid va se sentir, parce qu'aujourd'hui, Embiid, vu que ses capacités physiques sont diminuées, ça lui convient peut-être aussi tout à fait, en réalité, d'être un peu pas dans l'ombre, parce qu'il est pas dans l'ombre de Tyrese Maxey. De toute façon, il est trop petit, Maxey, pour lui faire C'est là que je veux en venir. C'est là que je veux en venir. Parce qu'Embiid, toute sa carrière est une blessure. Toute sa carrière, c'est une infirmerie ambulante. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être pas déconnant qu'ils se disent il faut absolument que moi, de mon plein gré, je laisse les clés du camion à Tyrese Maxey et que je me laisse conduire un petit peu. Et pour un front office, enfin le front office des Sixers, je vois même pas comment tu peux, quand bien même Embiid serait ultra performant, tu ne peux pas continuer à parier ton avenir entier sur ce mec-là, c'est pas possible. Bah, en fait, en faire ton option numéro 1, c'est pas pareil ton avenir entier sur lui, si Tyrese Maxey reste dans l'effectif, par exemple. Mais en fait, c'est compliqué parce que Embiid, il a des références que personne d'autre n'a dans cette équipe, tu vois. T'as raison. Je suis d'accord sur le principe que sa carrière, c'est une infirmerie. Il y a quand même 2 saisons où il joue quasiment 70 matchs à chaque fois et où il est absolument monstrueux 2021-2022 et 2022-2023. Si un jour on peut retrouver ce Joel Embiid-là, et la première partie de 2023-2024, ouais, voilà, c'est ça. Il était en train de marcher sur le soleil, quoi. Si on peut retrouver un jour ce Joel Embiid-là, je suis désolé, mais Tyrese Maxey, il va se mettre dans un coin et il va, tu vois, il va faire ce qu'on lui demande de faire. Et pourtant, j'aime beaucoup Tyrese Maxey, c'est pas le problème. Mais le Embiid de cette époque-là, c'est inoubliable pour moi, ce niveau de domination, si tu veux. Des deux côtés du parquet, il était trop fort, trop fort. Maintenant, je crois pas une seconde qu'on puisse le retrouver, ce Joel Embiid-là. Et je pense effectivement que dans sa situation physique actuelle, ça l'arrange d'avoir un mec qui va attirer les défenses, qui va libérer de l'espace, qui va se retrouver parfois à jouer les grosses minutes, parce qu'il y a aussi un peu cet aspect-là. Hein, Tyrese Maxey, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était le mec qui jouait le plus en début de saison en NBA. Donc oui, c'est ça, il est encore à 40 minutes par match de moyenne.
Donc écoute, je sais pas, je pense qu'effectivement, Embiid en tout cas, il est très content qu'il y ait eu des gens pour tenir la baraque en son absence, qu'aujourd'hui il y ait des gens pour lui permettre de prendre son temps pour revenir, de pas avoir à se faire trop mal. De toute façon, personne n'a intérêt à ce qu'il se fasse mal. Embiid, c'est clair, hein, il faut qu'il prenne son temps pour revenir. Je pense que ça sera aussi au coaching staff, si tu veux, d'avoir à gérer tout ça. Et je pense que Nick Nurse, ça n'a pas toujours été le cas depuis qu'il est à Philly, mais là, il fait quand même plutôt du bon boulot, donc ça donne un peu envie de lui faire confiance. Je sais pas, je pense que vraiment ça va. En fait, ça dépendra trop de la manière avec laquelle Embiid ressentira, enfin quelle sensation il aura. Mais je vois pas de raison pour que ça se passe mal, quoi. Pour que ça se passe mal. Ouais. Comment ça? Bah, que ça se passe mal entre Tyrese Maxey et Joel Ah, Embiid, même si d'accord. Joel Embiid commence à redevenir un joueur un peu plus dominant, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est là c'est là où je veux en venir concernant Joel Embiid. Encore l'autre fois, quand face aux Knicks, là, il y a des moments où tu vois il est dans la douleur. Ah, mais c'est clair. Ah non, mais c'est clair et net. Tu Non, mais je vois te dis, à partir du que ça moment où colle tu pas. Et à chaque célèbres un fois dunk comme ouais. ça, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et tu te rends bien compte également dans ces mouvements sur les rotations défensives où tu vois qu'il peut pas bouger. Tu Ouais, vois non, mais qu'il c'est peut ça. pas du tout aller faire le close-out qu'il faudrait faire. Et Non, mais que c'est des pour fois, ça, il moi, est là à dire à d'autres joueurs, hey, vas-y là-bas parce que jamais de la vie, je vais pouvoir y aller, ouais, quoi. c'est ça. Et que ça change l'intégralité des rotations. Et c'est pas anodin. Et pareil, Joel Embiid, c'est un joueur qui, je trouve, chute beaucoup sur un terrain. Il est souvent en train de passer la serpillière avec son short, quoi. Et, euh, et je sais pas à quel point ça joue sur ses blessures, tout ça, mais il est souvent à tomber, à chuter, à perdre l'équilibre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec avec ses genoux t'as l'impression qu'il a une plaie ouverte à chaque genou. Ben ouais, je me dis à chaque fois, mais le mec, il est à 2 matchs de sortir définitivement de la rotation. Est-ce que je suis capable de l'imaginer faire 4 séries de playoffs ultra compétitives où clairement les adversaires vont exploiter et son manque de mobilité et le fait que bah, s'il y a moyen de lui tordre le genou sur un crossover, bah, pourquoi pas, quoi. Ah, tu penses qu'il va jouer Dylan Brooks? Me lance pas sur Dylan Brooks qui va peut-être finir aux Lakers. Ça serait la meilleure. Là, on fait un breaking podcast. Ah, le On bonheur. fait un breaking podcast où je ne fais que parler pendant une demi-heure pour me moquer des Lakers. Oh, bah, tu rigoles. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de fans des Lakers qui seraient ravis que Tu Dylan Brooks m'étonnes. arrive, hein. Tu m'étonnes. L'impact qu'il a eu sur la culture des Suns, mais c'est un joueur de fou. On en a déjà parlé. Ah, mais De ça. en plus, si tu veux construire une équipe autour de Luka Doncic dans les années qui viennent, commencer par lui mettre un Dylan Brooks à côté de lui, c'est cool, hein. Exactement. Bref, on va pas parler de ça. Non. Pour terminer sur les Sixers, euh, très sincèrement, j'espère que cette équipe, le potentiel de cette équipe au complet est vraiment fascinant. Ça me captive totalement. Et de me dire qu'on pourrait avoir des playoffs avec cet effectif, Embiid, Maxi, Paul George, Edgecombe, et tout ce qui suit derrière, avec tous ces joueurs du banc là, qui se sont fait les dents et qui ont la dalle. Et je trouve que Nick Nurse, dans toute cette histoire, a réussi à maintenir un esprit de groupe, un Ouais. esprit collectif de manière assez folle quand même depuis le début de la saison. Ça aussi, bravo à lui. Ça m'intrigue beaucoup. Franchement, je serais ravi de voir cette équipe des Sixers, un peu nouvelle formule, euh, se sortir de cette conférence Ouest et Est. jouer un peu les pestes dans ces playoffs, quoi. Ça me ferait vraiment plaisir. Il y a moyen d'avoir des duels de malades, quoi. Très sincèrement. Mais de toute façon, hein, les playoffs à l'Est, bon, c'est un peu trop tôt pour se projeter, mais il y a moyen d'avoir vraiment beaucoup d'affiches très difficiles à pronostiquer, hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et les Sixers, une équipe des Sixers à peu près en forme et du moins en état de marche et qui est capable de jouer
à un certain pourcentage de ses capacités, un pourcentage élevé de ses capacités. On va pas dire à 100% parce que j'ai l'impression que le 100% du côté de Philadelphie, ça sera jamais possible. Mais proche des 85-90%, rien que ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment cool. Ouais, J'adorerais voir ça. en plus, il y a une certaine expérience des playoffs quand même dans cette équipe. Enfin, tu vois, Ah, mais totalement. si les playoffs commençaient demain et que le premier tour, du coup, ce serait Raptors-Sixers, je suis pas sûr de miser sur les Raptors. Clairement. Et les Sixers qui passent un tour, c'est pas un truc qu'on aurait forcément imaginé aisément en début de saison, quoi. Non. Très sincèrement. On va terminer le podcast. On va parler de Spencer Jones, ailier des Nuggets, non drafté à sa sortie de Stanford. Alors, je voulais parler de Spencer Jones parce que j'ai une espèce de fascination pour les two-way contracts en NBA. Et notamment, je trouve que lui est un très très bon exemple. T'as Là, une fascination actuellement... pour les Nuggets aussi. Oh, arrête un peu. Laisse-moi dire le truc. C'est pas vrai avant de me tacler, la gratos. C'est pas possible. Les two-way contracts sont limités. On a déjà parlé de ça quand on avait parlé de Dennis Jenkins notamment. Les two-way contracts sont limités à 50 matchs joués en saison. Après ça, il faut soit leur signer un contrat, soit tu peux plus les faire jouer, quoi. Et ils sont inéligibles pour les playoffs. Ce qui est assez fascinant quand même. Et pour un gars comme Spencer Jones, qui a déjà joué 31 matchs, dont 20 en tant que titulaire, et qui s'est clairement imposé comme une pièce maîtresse de cet effectif, il est efficace au tir, il défend son meilleur joueur adverse tous les soirs, il plante 42% de ses 3 points, enfin plus de 42% de ses 3 points quand il joue. Je pense que Denver va devoir se séparer d'un joueur. Ça va être très probablement Hunter Tyson, qui n'a jamais réussi à se faire une place dans la rotation, et qui était un choix de draft fait par Calvin Booth, ce qui est encore plus facile pour le nouveau front office. Et surtout, Spencer Jones correspond aux besoins de Denver. Et son expérience acquise jusqu'alors pourrait se révéler tout à fait importante dans les playoffs et les saisons à venir, parce que c'est typiquement le genre de joueur auquel tu peux faire signer un contrat abordable, on va dire, du moins leur premier contrat. Parce que là, quand tu vois ce qu'il est en train de produire sur le terrain, tu peux être sûr qu'il est sur le tableau de bord de plusieurs équipes qui se disent si on peut mettre la main sur ce gars-là, c'est cool. Et dans les two-way contracts qui me fascinent cette saison, j'ai noté ma petite liste. Et après, tu pourras revenir sur Spencer Jones si tu veux parler de lui, parce que toi, t'es pas forcément fan des Nuggets, manifestement. Et on pourra parler des autres si tu veux. Mais les contrats, les two-way que je trouve absolument géniaux cette saison, et j'ai hâte de voir quel va être leur avenir en NBA. Donc, Dennis Jenkins à Détroit, on en a déjà parlé. Pat Spencer à Golden State, j'en ai parlé avec Elvis Rocan l'autre fois. Nequan Tomlin à Cleveland, j'adore ce joueur. Ryan Nembhard et Moussa Cissé à Dallas, ça on en a parlé toi et moi. Jordan Miller et Kobe Sanders aux Clippers, Nick Smith Jr. aux Lakers, Jabari Walker et Dominique Barlow aux Sixers, Sidi Sissoko à Portland, Jamari Bouya aux Suns. J'adore ce joueur, je trouve qu'il a trop du basket dans les jambes, ce joueur, alors qu'il ressemble à un vétéran que tu croises à la salle dans l'équipe senior. Il doit être trop jeune en plus. Et Tristan Vukcevic aux Wizards. Voilà, c'est toute une tripotée de two-way contracts qui tape dans mon œil depuis le début de la saison. Et je voulais les citer et parler de ces joueurs-là parce que je trouve fascinant leur contrat et la capacité qu'ils ont aujourd'hui à produire bien au-delà de ce qu'ils sont payés. Bah ouais, alors déjà Spencer Jones, moi je suis complètement d'accord avec toi, il a des qualités d'un vrai joueur NBA, sa défense notamment est excellente, il a de la polyvalence sur les profils qu'il peut couvrir, c'est un joueur qui est vraiment intéressant et j'ai quasiment aucun doute sur le fait que les Nuggets lui offrent un contrat parce qu'il le mérite, il est précieux dans cet effectif, il a un shoot qui a une forme bizarre mais ça lui porte a priori pas trop préjudice et d'ailleurs je regardais en fait même en université, il tournait à 40% à 3 points sur ses 5 saisons universitaires donc ça sort pas de nulle part. Moi en fait sur les joueurs two-way contract, déjà est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'on en a jamais vu autant qui performait aussi bien que cette saison? Mais j'en sais rien, je vais être tout à fait honnête. Auparavant, je n'avais jamais trop prêté attention à des two-way contracts. Mais justement, moi Et en encore fait... une fois, je ne sais pas si c'est parce que
il y en a, je sais pas pourquoi cette année, tout d'un coup, ça me semble être Mais est-ce que c'est pas une des hyper évident. conséquences de l'accord salarial, en fait? Tu vois, Mais si, bien sûr, bien comme sûr. il est tellement contraignant, en fait, tu as des joueurs qui avant se retrouvaient avec un contrat normal, qui aujourd'hui se retrouvent en two-way contract parce que les franchises sont plus réticentes peut-être à donner de l'argent, ou alors l'argent est moins partagé. Je sais pas, en tout cas, moi j'ai un peu cette sensation-là, effectivement. Tous les noms que tu as cités, moi je suis particulièrement d'accord avec toi. Dennis Jenkins, on en a déjà parlé, il a encore été remarquable là, face aux Cavs récemment. Ouais. Sidi Sissoko, j'adore ce qu'il fait. Ryan Nembhard, c'est pareil, il est hyper intéressant. La Il a règle, totalement modifié la saison de Dallas, Ryan ouais, bien Nembhard. sûr, mais C'est fou, absolument, quoi. absolument. Il a surtout modifié le début de carrière de Cooper Flag. Et ça, c'est quand Jabari même, Walker et Barlow aux Sixers, c'est n'importe quoi, ces joueurs-là. Le rôle qu'on leur a donné alors qu'ils sont. Les gars, ces gars-là n'avaient pas de. Enfin, sont en train de lutter pour essayer d'obtenir un contrat. Enfin, ouais, et ces mecs-là, justement, c'est je dingue. trouve, justifient tout à fait le fait qu'il y ait cette règle de match limite, parce que ces mecs-là, Ouais, il faut absolument obliger les franchises à leur donner des contrats plutôt que de les ouais. laisser moisir en two-way contract aussi longtemps. Enfin, donc c'est pour le coup, je trouve que c'est très très positif. Et ouais, moi, j'adore ces mecs-là qui sortent de nulle part. Je trouve que c'est hyper rafraîchissant. C'est des profils qui souvent sont atypiques. Tu sens que les mecs se concentrent avant tout sur quelque chose. Spencer Jones, typiquement, il s'est avant tout consacré à sa défense. Dès sa première année, Ouais, tout à fait. on voyait bien qu'il savait défendre. Le problème, c'est qu'il était incapable de mettre un panier. Il a visiblement bossé. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Et c'est clair que si on se projette sur les Nuggets en playoff, mais c'est impossible qu'ils puissent pas bénéficier de ce joueur-là en playoff. En fait, Ah, mais c'est ça sûr et paraîtrait certain. aberrant, quoi. Donc ouais, Et je trouve que c'est très positif. dans la sphère des fans des Nuggets, Spencer Jones est pratiquement devenu plus important qu'un mec comme Bruce Brown, où tout le monde qui suit les Nuggets, qui sont fans des Nuggets, savent à quel point Bruce Brown c'est devenu une espèce de figure. Ah, mais c'est le meilleur défenseur de l'effectif aujourd'hui, Spencer Jones. Voilà. Mais Bruce Brown, tout le monde était en adoration sur ce gars-là. Il fait une saison un peu en demi-teinte actuellement. Il est un peu retombé dans le joueur qu'il a toujours été, quelque part, j'ai envie de dire. Et Spencer Jones, il coche tellement toutes les cases que Denver recherche chez un joueur que ça devient un espèce de joueur culte, quoi. Il faut dire qu'en plus, la défense des Nuggets est déjà tellement moyenne avec lui. S'il n'était Bah pas là, ouais. ce serait compliqué, hein. Oui, bah après, la défense des Nuggets est moyenne aussi parce qu'ils jouent depuis un bon moment maintenant sans leur meilleur défenseur, mais il faudra voir quand Aaron Gordon et Christian Brown seront définitivement de retour et auront enchaîné plus d'un match consécutif. Ce qui ne va pas être le cas parce qu'ils vont pas jouer le prochain match là. Donc voilà, mais je pense que c'est multifactoriel le pourquoi du comment on pointe plus du doigt ces joueurs-là aujourd'hui. Pour moi, il y a aussi une part de talent. Il y a de plus en plus de talent. Il y a des joueurs, on se rend compte qu'il y a des joueurs qui ne sont pas draftés. Ah bah oui, oui. Alors, est-ce que c'est un problème de scouting? Est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de joueurs de talent que ça devient de plus en plus difficile de les identifier? Et je pense qu'il y a plein de raisons qui seraient intéressantes d'ailleurs à étudier de façon concrète et sérieuse. Et là, aujourd'hui, voilà, je suis incapable de répondre à cette question, très sincèrement, mais il y a énormément de joueurs aujourd'hui que je trouve extraordinairement attachants et fascinants dans le fait qu'ils sont en train de se créer une place dans cette ligue qui est la meilleure ligue au monde où tu as 400 mecs qui sont striés sur le volet. Tu fais partie du 0,001% des plus forts au basket de ton sport et t'es là, quoi. Ouais, non, mais ouais, je suis d'accord. Moi, C'est assez fou. ouais, c'est des profils atypiques, des parcours atypiques, et parfois, ça donne un Alex Caruso, quoi, en fait. Tu vois, un Ouais, joueur non drafté en très two-way contract, c'est ça, magnifique hein. exemple. Bah ouais, Caruso, c'était ça aux Lakers. Il était non drafté, il était en two-way contract. Il alternait euh, entre la G League et l'équipe 1. Non, attends, c'était pas aux Lakers, c'était avant. Je sais plus dans quelle équipe c'était qu'il était en Mais two-way, il mais était au c'était juste Thunder. avant. Il Ouais, était au voilà, c'est ça, Thunder. exactement, exactement. Il Il a était joué au pour Blue Marc d'Oklahoma Degno. City, ouais, c'est ça. Ouais, il a joué pour Marc Degno quand Marc Degno était coach de l'équipe G League
du Thunder Tout à fait. et que lui était en train d'essayer de se faire sa place dans la ligue, quoi. C'est assez drôle. Ouais, non, mais c'est fou. Et ouais, hein, franchement, ces parcours-là, c'est quelque chose que moi, je trouve toujours intéressant. Je pense aussi que ça témoigne d'une vraie force de caractère. Parce que mine de rien, des joueurs qui se laissent pas abattre après ne pas avoir été choisis à la draft, ça prouve quelque chose. Et ouais, c'est hyper rafraîchissant de voir ces profils-là. Et ça contraint, comme tu l'as dit, les équipes à prendre des décisions. Et tant mieux que ça force la main de ces franchises pour trouver de l'espace et offrir un contrat digne de ce nom à ces joueurs-là. Mais bien sûr. Quand tu as fait des preuves, c'est la meilleure chose à faire. Après, comme tu l'as dit, Spencer Jones, si les Nuggets font l'erreur de ne pas lui donner de contrat, il y aura plein d'autres équipes qui vont s'en occuper, hein, ça c'est clair. Ah bah là, c'est clair que le mec, il s'est fait un nom, quoi. Ah ouais. On est bien d'accord. Là, son premier contrat NBA, il est garanti que ce soit aux Nuggets ou ailleurs. C'est exactement ça, ouais. Tout à fait. Merci, Charlie. Bah écoute, c'était avec plaisir. De m'avoir accompagné, toujours avec brio, Charlie. Quel talent, Charlie. C'est gentil. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu attaques l'année 2026 avec cette force de caractère, là, avec cette attention de détail, cette concentration de chaque instant. Ouais, j'ai froid, alors je me réchauffe. Ouais, moi aussi j'ai froid. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour ceux qui sont encore avec nous, on vous embrasse bien fort. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. On est quel jour aujourd'hui? On est lundi soir, donc ça sera mardi matin. Donc, bonne journée de mardi. Et on se retrouve vendredi. D'ici là, passez une très bonne semaine. À ciao. Bye bye.